Je vais inviter maintenant les autres acteurs de la table ronde à nous rejoindre. Le docteur Evelyne Milor, qui est médecin de santé publique et qui travaille à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Le docteur Christian Deleuze, qui est président de Sanofi Genzyme et président du comité maladies rares du LEM, et qui est déjà à mes côtés. Sophie Bernstein, qui représente ici le groupe de travail interfilière des chefs de projet de filière de santé, et qui est la chef de projet de la filière Brain Team. Je vous propose dans un premier temps d'animer cette table ronde, et nous essaierons de garder le dernier temps de cette matinée pour un échange et des questions avec la salle. Peut-être, Monsieur Deleuze, j'aimerais vous donner la parole en premier et avoir votre éclairage, vous qui êtes médecin mais qui avez une carrière dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat. Cette construction qui est très institutionnelle, française, pilotée par la DGOS, dans laquelle la plupart des acteurs sont effectivement des gens qui travaillent dans ce milieu public. Finalement, qu'en pensez-vous ? Beaucoup de bien d'abord. Nous avons contribué, nous avons été interrogés sur les premiers plans, nous avons été aussi membres des groupes dans le projet de troisième plan. Et c'est vrai que si la légitimité finalement d'une entreprise de médicaments ou d'un groupe d'entreprises à s'exprimer sur l'organisation des soins peut être questionnée, dans la réalité, si on pense que nous avons notre part à apporter dans la création de valeur demain avec des médicaments innovants ou leur repositionnement, comme c'était évoqué. Alors l'organisation des soins telle qu'elle a été dictée aujourd'hui a tout à voir, puisque ces centres experts, compétences, filières et ERN sont nos interlocuteurs du quotidien, aussi bien sur le plan de la recherche fondamentale qu'au moment de l'accès aux médicaments. C'est là qu'on trouve l'expertise, on concentre l'expertise des malades. C'est aussi avec ces gens qu'on travaille dans les essais cliniques, que l'accès aux produits via l'ATU ou la prescription initiale hospitalière va pouvoir se faire, et que les réponses aux questions sur la valeur, donc la gestation et la création des données qui vont nous permettre de répondre au-delà de la question du juste prix, à la question de la juste valeur que nous apportons et qui, on l'espère, a un rapport avec le juste prix du médicament. Tout ça, ça se fait en interface directe avec l'ensemble de ces structures. Ce qui fait que ça nous amène, et puis je n'ai pas évoqué, évidemment le fait que les diagnostics soient plus précoces, parce qu'en général, quand on a une meilleure prise en charge et une meilleure efficacité des traitements quand il y a un diagnostic plus précoce. C'est bien que tout ça fonctionne bien, et si on peut ajouter peut-être deux choses importantes, on a assez peu parlé du décloisonnement ville-hôpital, c'est-à-dire que les réseaux très experts qui ont été constitués font que, en effet, ça laisse un peu en dehors, notamment les médecins généralistes. Et Jacques Bernard, ici, nous dit souvent que le médecin généraliste est très mal informé de la réalité. Il ne sait pas ce qu'il y a dans un plan, il sait à peine qu'il y a des plans. Donc là, il y a énormément à faire pour décloisonner et probablement apporter plus de valeur demain. Et le second, ça a été probablement un peu dit, puisqu'on va faire de la recherche, des essais, et qu'on va travailler sur les données et la valeur avec l'ensemble de cette filière, il faut probablement leur donner une structure juridique qui leur permette à la fois d'avoir une autonomie, d'avoir un fléchage des fonds qui soit clair, qui leur permette de contracter entre elles, de contracter avec le privé, mais de contracter aussi à l'intérieur des ERN. Parce qu'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec les uns et les autres, ou l'avoir expérimenté, c'est pas du tout simple de leur apporter le financement dont elles ont besoin. Et puis ça clarifierait aussi finalement l'évaluation qu'on ferait de leurs actions, puisqu'une structure juridique, ça permettrait de dire oui ou non, elles ont exécuté leur plan et d'en discuter d'une manière, à mon avis, bien plus professionnelle. Enfin, l'entrepreneur ou les entrepreneurs de ces filières ont probablement besoin d'une clarification, en effet, et d'un statut juridique qui leur permettra encore une fois d'interagir entre eux. Merci beaucoup. Peut-être je commence en donnant la parole aux personnes qui ne sont pas encore exprimées. Madame Milor, vu de région, je dirais, vous imaginez à quel point j'y suis attentif. Comment l'ARS peut se positionner pour aider à définir les missions, la structuration des centres ou des filières en région ? Alors, compte tenu de la thématique et des questions qui étaient abordées pour cette table ronde, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais moi, je me suis posé 3 questions. C'est est-ce qu'il y a une place pour les ARS ? Comme j'ai répondu assez vite, oui, mais je m'en suis posé d'autres. Je me suis dit pourquoi faire et aussi comment le faire. Donc, est-ce qu'il y a une place pour les ARS ? À mon avis, oui, il y a même une grande place. Je pense que si on le souhaite, c'est un champ énorme qu'il y a là à investir
investir et à prendre en compte. Les ARS sont le relais des politiques nationales, vous le savez, on est donc chargé de les décliner en région et même en infrarégional. Donc il n'y a pas de raison que ça soit différent pour les maladies rares que pour toutes les autres politiques nationales. Je pense que pour nous, ça serait plus facile de travailler sur la coordination, mais en même temps, la question c'était coordination, lisibilité. Si c'est bien coordonné, ça devient plus lisible. Donc je crois que c'est là-dessus qu'on pourrait réfléchir un petit peu plus. Après, il faut que je précise, c'est que moi, je travaille donc en Nouvelle-Aquitaine, c'est ma position, c'est sans doute aussi celle de l'ARS dans laquelle je travaille, sinon je pense que je ne serais pas là. Je ne parle pas pour l'ensemble des ARS. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les ARS, il faut savoir les solliciter. Elles ne sont pas toutes seules dans leur bureau, elles sont dans un environnement, elles connaissent beaucoup de structures, beaucoup de relais, beaucoup de professionnels. Et il faut aller les rencontrer, les solliciter et demander à parler avec elles. Alors, je me suis ensuite posé la question pourquoi il y a une place pour les ARS ? Bien parce que nous sommes chargés quand même de coordonner les soins sur une région, donc de les rendre accessibles, de les faire se développer au maximum en proximité. Et comme l'a dit Madame Bichet tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec elle, c'est un vrai problème, comment gérer cette proximité dans les maladies rares. Nous sommes chargés de veiller à l'équité d'accès aux soins. Bref, je ne vais pas tout détailler, mais ça a été rappelé par Madame la Ministre tout à l'heure, c'est dans la stratégie nationale de santé et elle s'applique à nous, nous devons la prendre en compte. La deuxième chose, les ARS sont chargés de réfléchir aussi à des parcours de soins, de santé et de vie pour les patients. Donc je pense que c'est particulièrement applicable aux patients porteurs de maladies rares. Ces parcours doivent être fluides, coordonnés, doivent permettre de passer des étapes importantes de la vie et à ce titre-là, permettre aux patients d'acquérir son autonomie en santé. Et si vous me laissez 2 minutes, j'ai essayé de réfléchir aussi sur quel point les ARS peuvent être peut-être le plus facilement impliqués. Alors je pense que sur les questions de formation et information, oui, on peut apporter quelque chose, encore une fois. Il faut nous solliciter. Moi, j'essaye de travailler sur la formation en Nouvelle-Aquitaine et je peux vous dire que c'est pas facile. On me dit toujours oui, mais finalement, ça s'arrête à un oui. Je pense aussi, on l'a entendu à plusieurs reprises, qu'on peut travailler sur la e-santé avec notamment nos territoires de santé numérique et des expériences qu'on voit se développer et qu'on pilote sur les régions. Et je pense aussi qu'on peut intervenir sur les moyens avec la mise en place de référents parcours, de compagnons qui travailleraient en collaboration avec les plateformes territoriales d'appui. Et pour terminer, quand on dit ARS, on voit souvent financement, forcément. Bon, pourquoi pas ? Ça, c'est discutable au coup par coup, mais je pense aussi qu'on peut aider par la mise à disposition d'équipes qui ont leurs compétences et qui peuvent être sollicitées, interpellées. Je pense justement les services qui s'occupent des systèmes d'information en santé, la communication, etc. Je vais rebondir sur les financements, vous l'imaginez, vous savez que les notifications sont arrivées il y a peu dans les hôpitaux pour les centres de référence. L'état financier de nos CHU, on va dire, est variable, mais souvent dans le rouge. Le dialogue de gestion entre les médecins animateurs de centres de référence et leur direction générale et financière est particulièrement complexe. Est-ce que vous pensez que les ARS, dans leur dialogue de gestion à elles, avec les établissements de santé, peuvent arriver à prioriser et à faire que les financements maladies rares arrivent le mieux possible ? Intégralement et au bon endroit. En principe, oui, dans la surveillance budgétaire et les dialogues qu'on a avec les établissements, les crédits nous arrivent fléchés, donc on les transmet fléchés aux établissements. Et dans le cadre des dialogues de gestion avec les établissements, je pense que c'est possible que cette question soit abordée. Nous comptons sur vous. Sophie Bernstein, on parlait de l'articulation des missions. C'est un des rôles que tu as eu en interfilière. Est-ce que tu pourrais peut-être parler un petit peu plus de cette articulation entre les différents agents ?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, ce qu'on doit dire pour les filières, c'est qu'aujourd'hui, nous, l'articulation, on le fait à plusieurs niveaux. On le fait au quotidien, puisque c'est l'émission des filières de coordonner l'ensemble des acteurs qui participent à la prise en charge des maladies rares. Et nous, on le fait en permanence avec les centres de référence, avec les chercheurs, avec les associations de patients, avec nos partenaires médico-sociaux, sociaux. Et cela dit, dans notre quotidien, on est parfois limité par rapport à cette articulation et notamment parce qu'on évolue dans un environnement de contraintes verticales. Vous l'avez bien compris, on est piloté par la DGOS, on est très souvent hébergé on est tous hébergés par des hôpitaux et on travaille également avec des centres de référence, des centres de compétences. Et c'est horizontalement qu'on travaille avec tout le monde. Donc c'est vrai que très souvent, l'articulation, même si on essaye de mettre la meilleure volonté, eh ben, elle se heurte à des freins. Et tout d'abord, le premier frein qu'on a identifié au niveau des filières, c'est qu'il a fallu qu'on explique qui on était quand on est arrivé sur le terrain, parce que comme le disait Guillaume Jandot, si les ERN sont les bébés, nous, alors on est des petits-enfants encore. Et on a eu un gros travail sur le terrain quand on a dû rencontrer nos partenaires pour expliquer vraiment à quoi servaient les filières, quelle était notre place et comment on allait travailler avec nos partenaires. Et puis, je pense qu'on doit avoir ce rôle de levier aujourd'hui, d'interface avec l'ensemble des partenaires, mais peut-être le frein qu'on peut avoir aujourd'hui dans cette mission qui nous est dévolue, c'est qu'on n'a pas encore tout le pouvoir de pouvoir s'adapter à la flexibilité qu'on nous demande. On n'a pas encore tous les moyens, et on l'a évoqué tout à l'heure avec le nouveau statut des filières qui commence à être travaillé avec la DGOS, et on l'avait évoqué, le temps des filières aujourd'hui n'est pas le temps de l'hôpital et on a besoin, par rapport à toutes nos contraintes juridiques ou administratives, d'être un petit peu plus flexible et donc de redéfinir notre statut actuel. Aujourd'hui, il y a une grande volonté, un esprit collaboratif qui a été souligné par M. Jandot, qui est vraiment sur le terrain qu'on voit tous les jours. Et l'articulation, elle va se faire, elle se fait déjà. Il faut nous laisser le temps de grandir, d'arriver à maturité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de poids qui est donné aux filières de santé. On en attend beaucoup, mais on travaille tous sur le terrain pour remplir toutes les missions qui vous ont été présentées avant. Et il faut nous laisser un petit peu le temps, mais c'est en train de se construire. Pour passer à la question de lisibilité du dispositif que M. Deleuze a déjà évoqué, est-ce que tu peux peut-être parler de ce que les filières font au niveau de la médecine générale ? Alors, nous, au niveau de la lisibilité du dispositif, on s'inscrit dans plusieurs actions. Et une des premières actions qu'on a voulu mettre en place, c'est une communication ciblée avec tous les clés de voûte peut-être du système d'orientation pour les patients atteints de maladies rares. Et une des premières actions qu'on a mis en place, c'était de participer au congrès des médecins généralistes. On avait fait le premier stand filière de santé qui a connu un très grand succès. Et fort de ce succès, en fait, on a réussi à entrer en contact avec le président du Collège des médecins généralistes et à proposer, avec l'ensemble des acteurs de la plateforme Maladies rares, la première session plénière dédiée, alors pas seulement maladies rares, aux autres plans nationaux, mais les maladies rares étaient bien représentées pour pouvoir asseoir un petit peu cette communication. Et que c'est vrai, cette porte d'entrée vers les médecins généralistes, mais de la même manière peut-être vers les pédiatres, vers les urgentistes, vers les internistes, doit être consolidée parce que c'est vraiment les professionnels qui, pour nous, sont les clés d'entrée dans le système et qui vont peut-être pouvoir faire basculer l'efficacité de l'orientation. Madame Bichet, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être quelques pistes supplémentaires pour cette lisibilité ? C'est quand même vraiment un point sur lequel il faut énormément travailler. Et est-ce que vous auriez des pistes à nous donner ? Des pistes, il y en a sûrement beaucoup. Il nous semble en tout cas que dans les formations en tout cas des médecins et des soignants, de tous les soignants, il y a aujourd'hui, je crois qu'il existe un module maladies rares qui est très, qui est très peu, c'est juste quelques jours ou quelques heures, je ne sais plus, mais en tout cas, je pense qu'on ne s'attend pas à ce que tous les médecins connaissent les maladies rares. C'est impossible. Et même, je vais vous dire, quand un médecin généraliste me dit « Ah, mais je connais votre maladie »,
j'ai toujours, je me dis, est-ce qu'il la connaît bien vraiment? Enfin, vous voyez, ça crée un petit peu cette petite suspicion. Non, on ne s'attend pas. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est vraiment qu'il y ait un réflexe face à des symptômes et que du coup, dans l'enseignement des disciplines médicales, il y ait cette approche pour que les médecins ne soient pas non plus démunis face à des symptômes qui ne sont pas connus, qui ne leur évoquent rien. Ce n'est pas grave. Il y a des personnes qui sont en capacité de poser le diagnostic, mais il faut juste qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas tout savoir et les patients ne leur reprocheront jamais de ne pas tout savoir. Par contre, il faut qu'ils soient en capacité de connaître les dispositifs pour adresser au bon endroit. Puisque vous évoquez l'aspect formation, peut-être l'avis du professeur Jondeau sur en faculté de médecine, en 2e cycle, y a-t-il une place pour des maladies rares que les jeunes collègues ne verront peut-être qu'une ou deux fois dans leur vie? Je crois qu'effectivement, il y a une place pour les maladies rares, clairement. Ce qui a été dit est très vrai. Ce qu'il faut, c'est savoir où chercher l'information. Il n'est pas possible de former tous les médecins à toutes les pathologies rares. Il y en a beaucoup trop, même s'il y a beaucoup de médecins. Il n'y a pas assez de médecins pour s'occuper de tout ça. Au niveau de la médecine générale, et ce n'est pas leur travail. Il faut là aussi, je pense, concentrer l'expertise. Et ce que j'ai dit, je le crois vraiment. La concentration d'expertise est importante. Par contre, il faut que les médecins généralistes sachent comment adresser leurs patients. Et c'est là que probablement on peut faire des progrès avec des façons d'adresser en fonction des symptômes qu'il va peut-être falloir développer, de plateformes informatiques sur lesquelles on a accès aux différentes structures qui sont en place, et par l'intermédiaire des filières ou des centres de référence, car il y a aussi ces centres de référence qui ont pris en charge les patients. On puisse adresser des patients, la télémédecine qui puisse permettre aux médecins généralistes de discuter facilement. Et c'est vrai aussi pour le territoire d'outre-mer, où probablement les choses ne sont pas trop près, trop simples d'accès. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut développer. Et il y a une place, oui, pour les maladies rares dans l'enseignement de médecine, et probablement beaucoup pour l'information sur le plan maladies rares. Merci. Monsieur Deleuze, par rapport à... On voit bien les liens assez naturels que nous avons avec l'industrie, surtout de la thématique de la recherche, qui nous rapproche naturellement, mais sur ces thèmes d'information, finalement, d'information du public, sur les politiques de santé, sur la santé publique, sur ce qui se passe, est-ce que vous considérez avoir une place ? J'en ai au moins une en tant que citoyen qui peut en fait exprimer ce qu'il croit être quelque chose qui est prioritaire dans le regard de l'ensemble des acteurs. On pourrait peut-être citer le payeur aussi, après tout. La CNAM aujourd'hui fait des campagnes qui sont très efficaces sur le fait de choisir le générique. Ça me paraît une saine manière d'informer. Elle pourrait peut-être aussi s'emparer d'un sujet qui a un impact, comme on l'a dit, sur la vie des malades, qui est au moins aussi important que celui de passer du traitement princeps au traitement générique. Et donc peut-être que le payeur, au même titre que la ministre qui est venue ce matin, ou les acteurs du ministère qui sont là pour défendre l'idée qu'il y a un rôle de l'État dans une amélioration de la prise en charge, voilà, le payeur peut aussi s'en préoccuper. En ce qui concerne les entreprises du médicament, nous sommes déjà investis, mais nous sommes tous investis dans un petit bout de chacune des choses. On essaye de s'organiser pour justement être plus à même d'être force de proposition, parce qu'en effet, nous avons parfois l'occasion aussi de rencontrer des médecins généralistes. Nous avons depuis de nombreuses années développé des outils de formation, des outils de communication, et que, en effet, nous pensons pouvoir être un acteur, alors, peut-être qui doit être très sérieux dans sa manière d'aborder le sujet pour qu'il n'y ait aucune difficulté de compréhension sur la nature des choses que nous ferions. Parce qu'on est toujours un peu soupçonné d'avoir un certain lien d'intérêt. Dans la réalité, je crois que tout le monde a un lien d'intérêt avec les maladies rares, sinon on ne serait pas là. Donc voilà, donc oui, nous pensons que nous pouvons aider, alors notamment sur les domaines de l'e-santé, le domaine de la télémédecine, parce que c'est des sujets qui sont traités et sur lesquels nous sommes en pointe, mais aussi sur le sujet de l'Europe ou de l'internationalisation des choses, parce que nous passons notre temps à répéter qu'en particulier dans les maladies rares, nous ne pourrons pas répondre à l'ensemble des questions que se posent à la fois les malades, les différents acteurs ou le payeur sur des médicaments qui, encore une fois, chacun s'adresse à des petites populations et qu'il faut qu'on apprenne à se poser des questions d'une manière beaucoup plus large si on veut apporter des réponses efficaces. Si on passe maintenant à la gouvernance, je pense que ce n'est pas un secret ou désagréable de dire que si les premiers plans maladies rares ont été marqués par un résultat remarquable de la création et des centres de référence. Ces centres ont été peu pilotés pendant des années. On a remis là les choses à plat. On repart sur un nouvel élan.
Madame Chevrier, quel pilotage pour les années qui viennent? Bon, comme vous l'avez dit, d'abord reconnaître d'abord les acteurs, et je pense que les centres de compétences, moi je suis très contente que les centres de compétences soient labellisés parce qu'ils sont reconnus, et je trouve qu'ils sont nombreux, on le voit. C'est pas que plus de 1700 centres de compétences, certains sont centres de compétences sur plusieurs réseaux, voire même rarement sur plusieurs filières. Mais c'était leur donner leur place, et ils sont en nombre important et on ne les avait pas forcément reconnus. Donc je trouve que c'est important. Il y avait aussi une problématique, et ça, pour avoir passé pas mal de temps sur le terrain en tant que directeur, notamment des finances pendant quelques années, de manque de lisibilité sur les financements. On a essayé avec cette labellisation, et il y a des obstacles, mais persévérance, je pense qu'effectivement c'est le mot. Et donc, au fur et à mesure, de trouver des modalités et être plus transparent sur les modalités de financement. Ce que je voulais dire, c'est que rare, c'est à la fois effectivement une identité, mais c'est ennuyeux, puisque dans le mot rare, les gens finalement immédiatement disent c'est rare, c'est peu fréquent, donc je vais plus l'utiliser. Et pour autant, je pense que ça a été rappelé, 3 millions de personnes, 3 millions de personnes, c'est beaucoup. Et c'est au travers de ça qu'il va falloir effectivement arriver à communiquer, c'est-à-dire que c'est quelque chose de compliqué, mais pour autant arriver à faire en sorte que les différents centres, là ils sont nombreux, il va falloir les coordonner. Il y a des expériences, et je crois qu'il y aura des communications sur le sujet par rapport à des plateformes au sein d'établissements qui peuvent être mises en exergue. Il y a des coordinations au niveau des ARS. On a réuni les référents ARS, et ça faisait quelque temps que ça n'avait pas été fait. Il y avait des ARS où il n'y avait pas forcément de personnes référentes. Madame Miller fait partie des gens très actifs. C'est vrai qu'il y a d'autres régions où ils n'étaient pas forcément dénommés. Là, on les réunit, c'est une action, mais c'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à faire dans les évaluations. Il y aura des choses à faire. Il y a le fameux outil Pyramide qui a été mis en place finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, il y a les banques nationales sur lesquelles on attend pour arriver effectivement à avoir des outils de mesure des actions et savoir si on avance dans le bon sens ou pas, et d'arriver à faire connaître. Mais l'information est véritablement importante, et c'est vrai que les maladies rares ont leur nom, elles sont rares, il faudrait véritablement pas les associer à quelque chose de tellement peu fréquent qu'on met de côté, quoi. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de malades, et je dois dire que au travers, avec les échanges que j'ai au sein de l'administration, quand je dis mais les maladies rares, ça n'est pas rare, il y a plus de malades qui sont atteints de maladies rares que certaines pathologies plus fréquentes dont on parle énormément. Ça surprend. Et ça n'est pas assez connu. On n'a pas suffisamment de données épidémiologiques pour asseoir cette vérité-là, et c'est effectivement très dommage. Pour aborder notre dernier thème de la table ronde sur la place des associations de patients, Mme Bichet, vous en avez déjà bien sûr parlé dans votre exposé. J'aimerais peut-être que Sophie Bernstein vous réponde un peu au nom des filières, puisque vous avez bien exprimé, et je trouve que c'est un débat très très intéressant, vous avez bien exprimé la difficulté pour vous de vous impliquer dans les demandes des filières, et peut-être d'avoir la réponse des filières. Oui, en fait, ce qu'on doit dire, c'est qu'effectivement, quand les filières ont été créées, il y a presque maintenant 3 ans pour les plus anciennes, on n'avait pas non plus, nous, de feuille de route pour savoir comment on allait pouvoir travailler avec les associations de patients pour les inclure. C'était aussi une découverte pour nous, et un vrai questionnement et un vrai positionnement. Donc, on ne savait pas trop comment faire. Mais c'est vrai que ça s'est co-construit avec les associations, et je pense dans toutes les filières. Et je porte la voix des 23 filières aujourd'hui. Cela dit, avec des fonctionnements très distincts et très hétérogènes, puisque je pense que chaque filière a un petit peu vu avec ses associations comment elles pouvaient travailler. Ça, c'est vraiment fait au cas par cas, notamment quant au rôle vraiment qui est donné dans leur gouvernance aux associations de patients. Et le constat qu'on fait aujourd'hui dans les 23 filières, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Et je vais vous donner 3-4 exemples. Sous l'impulsion des associations, une des filières a créé l'association Science Diagnostique et Unique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a pu
se faire avec une impulsion associative, mais une vraie volonté filière. Aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines filières qui ont aidé certaines associations à se structurer, car ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on travaille avec des associations qui sont très hétérogènes. On a la toute petite association, puis on a des associations qui sont beaucoup plus visibles, structurées, nationales, voire même européennes. Donc, il a fallu aussi s'adapter à ces modes de fonctionnement. Mais aujourd'hui, il y a des représentants associatifs dans chaque organe de gouvernance des filières et dans chaque commission de pilotage. Elles nous aident à travailler sur le terrain. On les sollicite, effectivement. On a encore du mal à se trouver les uns les autres. Je rappelle encore que ça fait que 2 ans ou 3 qu'on existe tous. Et voilà, donc je pense qu'il faut nous laisser encore le temps, il faut laisser la maturité arriver. Madame Bichet ? Je partage tout à fait ce que vous dites parce que, effectivement, personne n'a été vraiment préparé et personne ne savait vraiment comment faire. Je dirais des deux côtés. Donc il y a un temps d'apprivoisement nécessaire, réciproque. Et vous l'avez dit très justement, il faut du temps. Et néanmoins, il faut aussi donner aux associations, parce que les associations ont très peu de moyens. Pour la plupart, la très très grande majorité, c'est du bénévolat. Ce qui est important de rester sur cette base de bénévolat, je pense que c'est ce qui fait aussi notre légitimité. Et à la fois, c'est un frein. C'est un frein parce qu'on ne peut pas fournir, et quand il faut choisir entre, je dirais, accompagner les malades, répondre, leur donner l'information et participer à une gouvernance, c'est pas toujours facile de faire le choix, en fait. Et on est toujours tenaillé et pris par, je dirais, ces questionnements. Alors, je vais où ? Je vais ici ou je vais là ? Qu'est-ce qui est le plus important compte tenu du peu de temps que j'ai ? Et puis après, il y a vraiment l'autre, je dirais, volet, c'est vraiment l'importance de l'alliance qui doit absolument avoir plus de moyens pour structurer les associations, pour leur permettre de bien comprendre les champs, les acteurs, là où elles ont un rôle à jouer, là où peut-être elles ont moins de compétences, et du coup aussi leur donner les compétences et les moyens nécessaires pour agir, parce qu'on sait que c'est en travaillant ensemble qu'on agira bien. Mais voilà, on a tous besoin de moyens. Merci. Je vous propose maintenant, sur ces derniers mots et de parole à l'association, de donner la parole à la salle. S'il y a des questions, on peut avoir une dizaine. Madame, au premier rang, si vous pouvez donner le micro. Oui. Je vous demande de vous présenter, s'il vous plaît, et de faire des questions, si possible, relativement courtes pour qu'on puisse en avoir beaucoup. Nadia Belmatou, centre de référence maladies rares, maladies lysosomales. Merci d'abord à Anne Chevrier qui je tenais à la remercier parce qu'elle a pris à bras le corps l'ensemble du plan maladies rares et de la problématique maladies rares avec une grande expertise et beaucoup de travail. Et c'est très important pour nous, en particulier dans nos hôpitaux. J'aurais 2 remarques. La première concernant les associations de patients. On est souvent confronté au fait que des experts dans des associations de patients se sentent un peu tiraillés, comme vous le dites, peut-être par un manque de compétences. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cela, parce que d'abord, comme pour nous tous, la compétence s'acquiert souvent sur le terrain, souvent lors des réunions, et ce dont on a surtout besoin, c'est votre vécu et de vos remontées. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se brider à cause de cela. Y compris pour les gouvernances. La deuxième chose, c'est le dialogue avec nos directions hospitalières. Il me semble qu'il faut être vigilant sur ne pas donner que le pouvoir aux directions des finances pour travailler avec nous. Pourquoi est-ce que la majeure partie des acteurs centres de référence dans les hôpitaux, nos collaborateurs, font partie des directions des finances? Et en fait, c'est vu au sein de nos hôpitaux comme si il y avait un financement indépendant pour les maladies rares. Et alors, par rapport à nos collègues, par exemple, cela peut poser nos problèmes comme si on était à côté, comme s'il y avait un financement qui était dédié. Et donc, on est vu un peu comme on dépense peut-être beaucoup, et alors que chaque patient qui a une maladie rare doit bénéficier des soins comme toute maladie fréquente. Et à mon sens, ce qui doit revenir en tant que financement, eh bien, c'est en particulier la coordination, les registres, les banques de données, les rapports avec l'international, la recherche plus spécifique et la télémédecine
télémédecine, etc. Parce que c'est ça la difficulté des maladies rares par rapport aux maladies fréquentes. Mais par rapport à l'égalité des soins, elle doit être la même que pour les autres patients. Madame Chevrier, vous voulez peut-être... Écoutez, merci, moi je souscris par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu des grosses évolutions par rapport à la valorisation des séjours d'hospitalisation. On en est à la Xème version et c'est vrai que sur l'activité externe et sur la valorisation des consultations longues, complexes, des séjours en hôpital de jour, je ne mets pas de côté, c'est vrai que des séjours d'hospitalisation longue pour des maladies rares ont leur spécificité et ont leur poids qu'il faudra reconnaître. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je mettrais peut-être une priorité sur cette reconnaissance-là. C'est vrai que malheureusement, et ça, c'est pas une spécificité des maladies rares, c'est-à-dire souvent problématique à partir du moment où il y a un impact financier souvent prévaut, mais c'est pas que pour les maladies rares, malheureusement. Il faut, je pense qu'il y a là aussi, il y a une, et ça, on va compter sur l'ensemble des centres pour être un petit peu, pour établir ce dialogue au sein des établissements, pour aller au-delà. Il faut être positif, et même si je dis ça dans les jours, dans certaines journées, c'est compliqué. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Les maladies rares sont souvent dans leur organisation un exemple et ont cassé certaines barrières aussi pour les maladies fréquentes. Et il y a des expérimentations justement sur le parcours de santé. Bon, maintenant pour les maladies fréquentes, et c'est pas toujours le cas, mais c'est compris. Sur les maladies rares, ça existe depuis très longtemps. Donc ça, c'est des choses qui évoluent. Des maladies rares, c'est sans doute passé sur les maladies plus fréquentes. Et je pense que c'est par rapport à ce dialogue. Il y a des choses qui vont évoluer. Je pense que les voix des uns et des autres vont être entendues par rapport à ça. Ça doit aller. On ne doit pas se replier sur le monde des maladies rares. On doit s'ouvrir, autrement dit. Il y a des spécificités qu'il va falloir faire reconnaître avec des actions précises. Et puis essayer de s'ouvrir pour faire profiter aux autres des évolutions par rapport à ça. Voilà, bon, on a des problèmes ponctuels, et puis il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a des obstacles devant, et puis il y en a qui sont passés, il y en a qui vont devoir et qui sont encore devant et qu'il va falloir faire passer. Autre question, monsieur. Marc Berger, je suis le président du groupe national d'experts de la maladie de Gaucher, et j'avais une question. Vous avez parlé, enfin, qui va déborder, je pense, les maladies rares, mais vous avez parlé du décloisonnement entre l'hôpital et le privé. Et nous avons quand même des difficultés également pour travailler entre les hôpitaux. Je vous donne un exemple. Nous avons mis 3 ans à faire signer un consortium pour que 4 hôpitaux arrivent à mettre en commun des échantillons biologiques de patients. Quelle réflexion peut-il y avoir dans ce domaine qui est un ralentissement majeur au projet que nous élaborons et que nous voulons mener pour ces maladies ? Madame Milor, peut-être, l'ARS, sur l'organisation des échanges et des collaborations entre hôpitaux. C'est certain. Oui, ça marche. C'est certain que l'ARS peut être saisie sur ces questions-là. Après, là, c'est un aspect un peu particulier sur la mise en place d'échantillons et de sérothèques, mais bon, pourquoi pas la recherche, si c'est pour ça, destiné à ça, c'est pas le champ qui est le plus dans les missions de l'ARS à l'heure actuelle. On peut le regretter, mais peut-être que ça évoluera aussi. Je pense qu'il en a été question à plusieurs reprises, mais oui, on peut essayer de faire quelque chose pour simplifier les coopérations. On peut imaginer que les structurations de CRB puissent aussi être une aide dans ces situations. Alors, mettons de côté le CRB, parce que le problème a été surtout les contacts, les accords, le temps nécessaire pour que les DRCI, les cellules juridiques de chaque établissement donnent leur accord. Ce n'est pas tout à fait un problème de CRB. Autre question ? Monsieur Deban. Jacques Bernard, bonjour. Je fais partie du mouvement associatif des maladies rares et compte tenu que par rapport à des personnes très aimables qui sont venues me faire la visite ce matin, je leur disais je suis plutôt sur le départ que sur l'arrivée. Mais justement, sur le départ de ma vie associative, il y a des choses qui me restent au cœur comme des volcans. Et il y en a un notamment, c'est l'errance diagnostique dont il a été question tout à l'heure.
Et à propos de l'errance diagnostique, incontestablement, le premier contact entre le malade et un médecin, c'est le médecin généraliste. Alors il ne s'agit pas de les charger, pas du tout. Simplement, à Maladie Rare Infoservice, on sait statistiquement qu'il y a 20% des médecins généralistes qui connaissent à peu près le dispositif sur les maladies rares. On sait aussi que cette errance diagnostique, elle dure minimum 5 ans pour à peu près un cinquième des malades, ce qui est énorme. C'est 5 ans où on souffre, on ne sait pas ce qu'on a et où la maladie peut continuer à se dégrader. Alors, je vous dis ça parce que, à propos des médecins généralistes, il y a, et je pense que ça va être mis dans le projet du troisième plan maladie rare, pardon. Il y a incontestablement une priorité, c'est une des priorités, la formation, la sensibilisation des médecins généralistes. Là, il ne s'agit pas qu'ils sachent tout, c'est pas ça du tout, mais qu'ils aient le réflexe de se dire, c'est peut-être une maladie rare, donc je vais l'orienter. Et ça, déjà ça va faciliter le diagnostic, la prise en charge et raccourcir le délai de l'errance diagnostique. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre. Ce que l'on peut peut-être dire, c'est que les filières qui se sont réellement emparées de cette question de communication, au-delà de ces plateformes nationales qui existent depuis longtemps et qui fonctionnent bien, sont très jeunes. Et vous voyez, on vous faisait part là, des discussions en interfilières qui ont lieu à ce sujet. C'est quelque chose qui commence juste, mais vraiment une mission que toutes les filières ont prise. Oui, en fait, juste pour répondre à votre commentaire, c'est ce qu'on a constaté sur le stand qu'on a pu avoir lors du congrès des médecins généralistes. Il y avait une très, très forte demande des médecins de connaître les dispositifs. On a été très surpris par le fait que la majeure partie des médecins généralistes ne connaissaient pas le dispositif national de prise en charge pour les maladies rares, que ce soit le plan national maladies rares, même pour certains des centres de référence maladies rares. Je ne vous parle même pas des filières, mais ça c'est normal. Et ils étaient vraiment en demande et en attente qu'on leur explique quelles étaient aujourd'hui les clés, les portes d'entrée qui existaient pour que, quand ils ont une question, ils sachent vers quel acteur se tourner. Donc c'est vraiment ce qu'on a observé sur le terrain quand on les a rencontrés. Il nous reste le temps pour une dernière... je vais juste compléter en disant, jusqu'à présent, on a beaucoup abordé par l'intermédiaire des pathologies. Et donc là, une des choses qu'on peut faire pour améliorer cette errance diagnostique, c'est d'aborder par les symptômes. Et donc c'est quelque chose qui est en train d'être fait, et c'est un des groupes de travail interfilières que de réunir tous les symptômes qui doivent être évocateurs de pathologies rares et de les structurer pour pouvoir proposer aux médecins généralistes un arbre décisionnel qui simplifie les choses. Non pas en rentrant par la maladie, comme on l'a tous fait, puisqu'on est tous formés sur une maladie, mais par le symptôme, et essayer de voir quels sont les groupes qui peuvent en dériver. Voilà, un exemple de solution qui a été envisagé. Il y a d'autres exemples. Il y a l'intelligence artificielle sur le traitement des images pour voir s'il y a des aspects particuliers qui peuvent faire évoquer certaines pathologies sur des scanners qui sont réalisés, par exemple, de façon assez courante. Enfin bon, il y a des tas d'idées pour essayer d'améliorer l'errance diagnostique qui est, on est tous convaincus, quelque chose d'affreux et contre lequel il faut lutter. Une dernière question ? S'il vous plaît. Oui. Catherine Farcet, je suis là en haut. Association française, Association Lechlem Action, maladies génétiques. Je voudrais poser une question. D'abord, je voudrais remercier pour l'organisation de ce congrès et puis remercier Marie-Pierre Bichet de ses propos. En tant qu'association, je m'y reconnais bien. Je voulais poser une question que je devrais peut-être connaître la réponse, mais je ne la connais pas. Je voulais savoir où s'insère la MDPH dans toute cette organisation dont vous avez parlé, puisqu'elle semble toute puissante à l'heure de décider si une AVS va être attribuée à un enfant, si un IME va lui être permis ou non permis, et quel est le... Voilà, et même parfois il y a opposition avec le rectorat sur le financement de l'AVS, par exemple. Donc c'est ma question, je suis un petit peu perdu. Merci. Oui, je vais répondre sur la MDPH. C'est un sujet qui est particulièrement compliqué, que les filières ont
ont embrassé, je dirais, puisqu'il y a un comité de travail qui s'est mis en place entre la MDPH et la CNSA et les filières de santé maladies rares autour de 2 questions. L'un, c'est la rédaction du certificat médical. On ne va pas partir dans cette discussion. Je pense qu'il faudrait plus que la session que nous venons d'avoir pour évoquer le certificat médical de la MDPH. Mais sachez que les filières de santé maladies rares se sont saisies de cette question-là, de même qu'elles se sont saisies prioritairement avec la CNSA. Vous savez que la CNSA est un des grands payeurs de financement des MDPH ou MDA en fonction des départements, et donc on travaille avec eux également sur tout ce qui est la scolarité et l'accompagnement scolaire. Donc c'est compliqué de répondre là plus longtemps, mais on peut dire qu'on s'est investi et que les filières se sont investies dans cette question qui reste fondamentale, et je suis bien conscient que là je ne fais qu'aborder un tout début de réponse, mais qu'il y a un très long chemin à faire avec les MDPH. Et donc je vais profiter d'avoir la parole pour conclure cette session. Je voudrais la conclure sur une première grande satisfaction, c'est l'évolution des structures dont on parle, et cela a déjà été dit, mais je veux beaucoup remercier Anne Chevrier du travail extraordinaire qu'elle a fait, et surtout de l'écoute qu'elle a eue. Et je pense que Guillaume Jondeau peut en témoigner aussi, et je vous propose de l'applaudir. Je vous remercie beaucoup, mais je ne suis pas seule. Il y a dans la salle Muriel Eliasevich qui est à mes côtés, il y a Audrey Licandro qui est là, on a eu des stagiaires également. On a été aussi, on a travaillé en collaboration en interdirection. L'interministérialité est prônée, mais on a travaillé avec les autres services, et donc c'est absolument pas un travail seul, et effectivement on l'a travaillé de concert, et on a peut-être essayé d'orchestrer les choses, mais on a embarqué, on a bien notion, et j'ai remercié tout à l'heure l'ensemble des acteurs qui ont répondu à cet appel d'offres qui a été lourd. Lourd pour nous, c'est vrai, mais lourd pour vous avant tout. Et donc, c'est un travail de collaboration qui a véritablement été réalisé. C'est vrai que la première labellisation a duré 2 ans. Là, on a eu 9 mois de gestation. On a eu des jurys avec des experts qui ont répondu présents à toutes les sollicitations qu'on a pu leur faire. Et ça a été quelque chose... et on a travaillé aussi avec les associations, et là-dessus aussi, on a eu un système un petit peu original d'expertise. Ça a été véritablement un travail collectif qui a été mené, hein. J'insiste. Oui. Alors je pense que Mme Chevrier est très gentille de remercier toute sa très nombreuse équipe. Elle gère quand même la mission maladies rares avec 3,5, c'est sa personne, pour des millions de patients. Voilà, donc vraiment la remercier de ce travail-là. Et puis témoigner d'une chose, c'est qu'on n'a pas eu l'impression, en tout cas, d'être dirigé. On a eu l'impression d'être écouté, que ce soit les professionnels, que ce soit les associations. Je pense qu'on peut témoigner qu'à chaque fois qu'il y a une question, on ne reçoit pas un ordre et une injonction, mais on reçoit une demande d'avis. Ensuite, l'autorité décide, elle est là pour ça. Mais c'est extrêmement agréable, je pense, et je peux témoigner de tous les acteurs, je pense, et du monde associatif et du monde médical, de cette qualité de travail et d'échange entre nous. Et puis pour un dernier point, un petit peu d'inquiétude, c'est cette gouvernance à venir des centres de référence, et rappeler que je ferai une petite dérogation au secret du jury, mais que le jury a demandé instamment qu'un comité de pilotage et de suivi soit mis en place, et dire que je pense là aussi pouvoir parler au nom de tous les animateurs de filières et de centres de référence, et je pense de beaucoup de gens dans la salle, pour souhaiter que ce comité de pilotage soit mis en place, car nous en aurons absolument besoin, notamment dans nos discussions au niveau des établissements. Je vous remercie pour votre attention.